à toutes, bonjour à tous. Merci de nous pardonner ces quelques petites minutes. Il faut dire qu'on a déménagé, vous savez, le siège du festival, qui a longtemps été dans le 7e arrondissement, tout près de la Tour Eiffel, faisait qu'on ralliait le Normandie, Thierry en vélo et moi en taxi bourgeois. On le ralliait très vite. Là, maintenant, on est superbement installé dans le 3e arrondissement, mais évidemment, avec les 200 chantiers de la ville de Paris, on met un peu plus de temps, même en vélo. Merci en tout cas de votre patience et surtout de votre présence. Dans quelques instants, le menu de résistance, évidemment celui que vous attendez et que nous attendions, la révélation des sélections de Thierry et de ses équipes va vous être délivré. Je voudrais juste vous dire quelques mots. Ces quelques mots, ils sont l'expression, ils sont la légende de la photo, de l'affiche de ce festival. Parce que je trouve qu'au-delà de l'hommage à Agnès, à qui nous remettions cette palme d'or d'honneur il y a 4 ans, en 2015, Agnès qui était toute petite, tellement grande sur les marches l'année dernière aux côtés de la grande, au 1er et au 2e degré de Quai de Blanchette, délivrant leur message engagé sur les marches du festival. Évidemment, on ne pouvait que rendre hommage à Agnès, mais cette photo, le choix de cette photo qui a été retravaillée par Flore Maquin, cette photo qui date d'août 1954, alors qu'à 26 ans, Agnès est en train de tourner son premier film, c'est quand même magnifique. On voit tout l'engagement, tout pour passer l'obstacle, tout pour créer, y compris monter sur le dos de l'un de ses principaux collaborateurs. On est à la Pointe Courte, on est dans ce quartier qu'elle aimait tant, qui a donné son nom au film. On est à Sète, cette ville qu'elle aimait, en bord de mer, cette mer qu'elle voulait toujours dominer et avoir à elle. Les dernières images de J.R. et d'elle marchant sur la plage vers l'océan, elles sont un écho 70 ans plus tard de cette Agnès qui était la première réalisatrice de la génération française, la seule réalisatrice pratiquement de la nouvelle vague, bientôt. Cette Agnès qui est la première réalisatrice à être ainsi le cœur d'une affiche de ce 72e Festival de Cannes. C'est donc tout un symbole à la fois de ce que veut être, de ce qu'est le festival depuis 72 ans. Agnès qui a démarré si jeune, qui a toujours été engagée, qui a couvert tous les genres de cinéma, qui a tellement accueilli de jeunes artistes, encore jusque dans ces derniers mois, qui a couvert toutes les disciplines de la création, qui les embrassait toutes, et c'est sans doute ce qui lui a permis de vivre si heureuse et de nous rendre si heureux jusqu'à ces dernières semaines. Donc c'est à la fois l'hommage à Agnès que nous avons choisi, Thierry et moi, et les équipes du festival, et ceux qui ont travaillé à cette œuvre, mais c'est aussi ce que nous cherchons à être depuis de si longues années et jusqu'à ce jour. Un festival qui va aussi marquer le 60e anniversaire du marché, aussi bien au festival qu'au marché, les accréditations, les demandes d'accréditation sont en hausse assez marquée cette année. Visiblement, tout le monde attend beaucoup de cette édition et c'est aussi un signe de la santé générale du cinéma. Un festival qui bénéficie aussi toujours du soutien de ses partenaires. Plusieurs grands partenariats ont été renouvelés. Et je dis ça parce que, en même temps, ce sont des partenariats prestigieux, mais que vous ne voyez pas sur l'écran, que vous ne voyez pas sur les marches, que vous ne voyez pas à l'intérieur du festival ou dans la salle, contrairement à presque tous nos grands confrères festivals du monde entier. Et puis bravo à la sélection de l'année dernière, vous jugerez après de la sélection de cette année, parce que quand on voit la carrière qu'ont suivi les films primés ou sélectionnés l'an dernier, je pense bien sûr au Koreeda, qui aura fait en France sa meilleure carrière ever, avec 800 000 entrées pour cette Palme d'Or. C'était le double de sa meilleure entrée précédente. Quand on voit la carrière et le grand retour de Spike Lee, qui avec son Grand Prix l'an dernier, presque 1 an plus tard, ou en tout cas 10 mois plus tard, se retrouvait avec un Oscar, le premier de sa carrière. Et puis bien sûr, le grand bain
avec cette si longue et interminable et bouleversante et joyeuse ovation lors de sa projection hors compétition l'an dernier et qui aura réalisé cette magnifique carrière, aussi bien en France qu'à l'étranger d'ailleurs, où il triomphe un peu partout en Europe après avoir fait 4 200 000 entrées en France. Tout ça pour dire le panorama et cette manière qu'a le festival et qu'ont les sélections d'embrasser l'ensemble des cinémas français, mondiaux, nouveaux ou classiques. On passe au plat de résistance. Thierry. Merci Pierre, bonjour à tous. Avant de commencer, ou en tout cas de vous donner la liste des sélectionnés, des films sélectionnés, je voudrais juste vous dire, puisque je m'adresse à l'ensemble de la presse, remercier Christine Aimé, dont vous savez qu'elle s'occupe désormais à Cannes et dans la perspective de la célébration du 75e anniversaire bientôt, puisqu'elle a ouvert le centre d'archives, de documentation et d'histoire du Festival de Cannes, et c'est Aïda Belloulid qui lui a succédé. Elle est par là, Aïda, vous la connaissez, et vous la connaîtrez évidemment, puisque c'est elle qui est en charge des équipes, en particulier de la presse écrite, la presse audiovisuelle étant toujours en charge de Frédéric Cassoli et de Clément Lemoigne. Je voudrais également dire juste un mot, et en fait juste citer, on fait toujours très attention à la mémoire des gens qui nous sont chers et qui sont chers aussi au festival. Je voudrais juste citer ceux qui, derrière, parfois dans l'ombre, tu as cité Agnès Varda, mais contribuent à la force, au sens et à la grandeur de Cannes: Francis Boesflug, Richard Lormand, Yves Bongarçon, Samuel Hadida et Diego Galan, notre ami espagnol, qui est mort il y a quelques jours. Et puisqu'on parlait d'Agnès Varda, je voudrais aussi saluer la mémoire de Claude Lanzmann, qui était au festival l'an dernier et qui nous a quittés juste après. Remercier aussi tous ceux qui ont présenté les films, les réalisatrices, les réalisateurs, les producteurs, les vendeurs, les distributeurs, et en particulier ceux qui n'ont pas été choisis et qui, comme les autres, ont attendu très patiemment. Hier soir, on a terminé un peu moins tard que d'habitude, mais quand même très très tard. Pierre nous a accompagnés avec Christian Jeune. Je veux remercier Christian et toutes les équipes du festival qui nous ont aidés à préparer cette sélection qui a commencé, comme chaque année, vers le mois de novembre pour s'intensifier à partir de la fin du mois de janvier. Je voulais essayer un peu de prendre des notes, parce que chaque fois vous me demandez c'est quoi la thématique, et je ne sais jamais quoi répondre. Et là, j'ai écrit « Romantique et politique sera cette sélection ». Bon, normal, l'amour et la révolte ne sont-ils pas le sel de la vie sur Terre, de l'histoire du monde et de la jeunesse éternelle? Putain, là, voilà. Comme quoi, la route est large. Hein, bon. Cette année 2019 rappelle l'année 39 pour la seule histoire évidemment du festival, puisque vous savez que c'est l'année de l'édition qui n'a pas eu lieu et qui ensuite a laissé place à l'après-guerre. Le festival se terminera, on en parlait avec Pierre, à la veille des élections européennes. Ce sera l'occasion quand même de penser à tout ça et de penser à l'idée que la culture, le cinéma, dans la reconstruction de l'Europe d'après-guerre, avait une place prépondérante. Et dans ce romantisme et dans cette politique qui vous saisiront dans les films que vous verrez, essayons d'y voir un signe peut-être d'optimisme, bien qu'il ne soit pas toujours de mise pour l'avenir. Je voudrais vous dire aussi que vous verrez des réalisatrices, des premiers films, des Américains, des zombies, des manipulations génétiques, des peintres et des peintresses, parce que maintenant il faut féminiser les mots, des chanteurs, des flics, des parasites, des mafiosos violents et des juges intègres, des chômeurs, des migrants. Voilà tous ces personnages-là qui peuplent la sélection officielle 2019. Et puis dire qu'il y a une certaine prédominance du cinéma de genre, même si le genre est parfois caché, masqué, et pas toujours au premier plan, mais ressurgissant quand on ne l'attend pas. C'est à dessein que je parlais des films de zombies. Ce ne sont pas des films
à grande visée portée historique. D'ailleurs, le cinéma ne l'est plus tellement, mais plutôt à des films de petits groupes humains et parfois d'individus qui se battent contre l'adversité. C'est du cinéma à hauteur Dieu, à hauteur de corps, à hauteur de vie quotidienne, dans une vision très populaire des sociétés. Vous allez voir des films dans certains pays, on rentre dans les maisons, on rentre dans des appartements, dans des zones que le cinéma ne touchait pas. Et puis, autre sujet, l'argent, qui est aussi un sujet global. Hein. Donc le cinéma, et là, on a coutume de dire que quand le festival est politique, ce n'est pas le festival qui est politique, ce sont les artistes qui sont politiques. Et puis, je parlais des réalisatrices, il y a aussi de beaux portraits féminins, pas seulement faits d'ailleurs par des réalisatrices, mais aussi par des réalisateurs. Je ne vais pas terminer en vous faisant l'énoncé statistique de nombre de films qu'on a vus. On le fera plus la semaine prochaine. En particulier, vous savez qu'on s'est engagé, le Festival de Cannes, la sélection officielle, mais également la Semaine de la critique et la quinzaine des réalisateurs, avec le collectif 50-50, de genrer les films qui nous sont présentés, donc de vous dire, on le fera après, parce que là c'est la sélection d'abord, de savoir quelle est la proportion de réalisatrices et comment le cinéma, et je vous dis déjà que c'est le cas aussi dans cette sélection officielle qui pour l'instant compte 13 réalisatrices, le cinéma ouvre de plus en plus grand ses portes aux réalisatrices. Pierre parlait d'Agnès Varda, Aida Lupino et Alice Guy, Larissa Shepitko et quelques autres étaient souvent seules dans leur génération. Il y a de plus en plus de réalisatrices. On s'était aussi engagé à rendre le comité de sélection paritaire, ça a été fait, puisque 4 hommes, 4 femmes sont là pour voir les films avec nous, et je voudrais en particulier les remercier parce que c'est une tâche à la fois exaltante, mais aussi un peu épuisante. Et je citais tout à l'heure Christine Aimé et Aïda Belloulid. Je voudrais vous dire que l'équipe du Festival de Cannes, avec Pierre, moi-même, François Desrousseaux, devenu secrétaire général, Jérôme Paillard, directeur du marché du film, Christian Jeune, directeur du département film, ça faisait beaucoup de garçons. Bon. Et donc, de ce point de vue-là aussi, le Festival de Cannes s'est posé des questions, et avec Pierre, on a fait au sein d'autres réformes, celle du management, en rendant plus présente Geneviève Ponce, que vous connaissez, qui était déjà là, qui s'occupe du certain regard avec nous, mais également Laure Cazeneuve, qui s'occupe du jury et des opérations extérieures, Vinka Vanek, qui s'occupe de la politique et du développement digital, Laurence Surlot, qui est la directrice du protocole, et qu'est-ce que je vais en oublier, et Stéphanie Lamôme, qui nous a rejoints comme conseillère artistique au sein du processus de sélection. Voilà les quelques nouvelles que j'avais à vous donner de manière un peu globale. Et puis évidemment, après, nous répondrons à vos questions. Nous passons donc à la sélection officielle. Je rappelle, pour ceux dont la langue fourche parfois, que le mot compétition officielle n'existe pas. Hein. C'est sélection officielle, au sein de laquelle il y a la compétition, le hors-compétition, le certain regard, les séances spéciales, les séances du minuit, les films d'ouverture, les films de clôture, tout ça, c'est la sélection officielle. En tout, une cinquantaine, soixantaine de films dont on va vous annoncer quasiment 90% de la proportion finale, puisque comme vous le savez, on aime bien fignoler après que soit dévoilée la majeure partie de la sélection. Et en plus, il se trouve que quelques-uns des films, dont certains que vous attendez, je les attends tout autant que vous, je les attends encore. Donc, ils ne seront pas mentionnés dans cette liste, mais en croisant les doigts, on peut espérer que d'ici le 14 mai, date de l'ouverture du festival, ils puissent avoir rejoint l'accord de ceux dont je vais égrener la liste maintenant. Le film d'ouverture, vous le connaissez, c'est un film américain, new-yorkais presque, en tout cas du cinéaste new-yorkais Jim Jarmusch, film accompagné par Focus et par le studio Universal, un film de zombies, un film de genre, un film d'auteur pour ouvrir
le festival de Cannes. Ça s'appelle Les morts ne meurent jamais, de Dead Don't Die. En fait, le film sortira en France comme ça, et il sortira le même jour que sa présentation à Cannes. Je précise, en particulier pour les journalistes français et pour ceux qui nous regardent, que non seulement le film sortira le même jour, c'est désormais une condition sine qua non pour être en ouverture de Cannes, afin que la belle publicité que vous faites au film d'ouverture puisse profiter au public français et d'ailleurs au public européen, parce que le film sort un peu partout en Europe et dans le monde au même moment. Et Richard Patry, le président de la Fédération des exploitants, nous disait tout à l'heure que plus de 400 salles se sont déjà portées volontaires pour accompagner le film de manière un peu particulière. Maxime Saada, qui est ici, le président du groupe Canal, a donné son accord pour que la cérémonie d'ouverture puisse être retransmise dans les salles. Et 400 salles se sont déjà portées candidates pour que le public français, un peu partout dans ce pays, puisse vivre le Festival de Cannes comme nous le vivrons dans la grande salle du Palais des Festivals avec la cérémonie d'ouverture et puis le film d'ouverture, même dans les salles qui ne sortent pas le film. Universal s'est engagé à donner le film pour une soirée à toutes ces salles-là. Le film est en ouverture et en compétition. Et je vais annoncer 19 films pour la compétition, ce qui prouve qu'en fait, c'est 18, puisque le film d'ouverture, on ne le compte pas dans les 10 jours, si j'ose dire, et donc 18 films, ça veut dire que la compétition, espérons-le, pourra être complétée. Mais elle s'ouvre par ordre alphabétique par le nom de Pedro Almodóvar, Douleur et gloire, Dolor et Gloria, qui revient en compétition à Cannes, après avoir été, comme vous le savez, président du jury il y a 2 ans, 3 ans. Marco Bellocchio, c'est également un retour, mais Marco n'est pas venu depuis très très longtemps. Et quand je parlais de mafioso et de juge intègre, c'est à lui que je me référais. Son film s'appelle Il Traditore, le traître, et c'est un film qui raconte la cavale du premier repenti de la mafia sicilienne. Diao Yinan est un cinéaste, un jeune cinéaste chinois dont nous avions montré le premier film au Certains Regards. Celui-là s'appelle Nanfang Chejian des Ju Hui, pardon pour les sinologues et les Chinois qui sont dans la salle pour ce pauvre accent français. C'est un film policier, c'est un film de gangster, c'est un film aux accents languiens, le langue de M. le Maudit, quand les gangsters se retrouvent ensemble dans un syndicat qui entend mettre les villes sous coupe réglée. C'est un film, évidemment, qui, peut-être moins imprégné d'une certaine tradition, à part Fritz Lang, renouvelle un peu les codes esthétiques d'un cinéma de film noir et d'un film policier. Bong Joon-ho, après la parenthèse Okja, revient au cinéma traditionnel et dont le film sortira en salle. Le film s'appelle Parasite. Et évidemment, il concourra sous le drapeau coréen, un cinéma, un pays au cinéma flamboyant et qui donne depuis maintenant une quinzaine d'années, chaque année, des œuvres tout à fait inoubliables. Jean-Pierre et Luc Dardenne, seront en compétition. Le film s'appelle Le jeune Ahmed et je ne vous dévoile rien de ce sujet brûlant dans une actualité mondiale, européenne et belge en particulier. Je note que Diafana a décidé, le distributeur a décidé de sortir le film en même temps que sa présentation cannoise en début de deuxième semaine du festival. Arnaud Desplechin, après avoir fait l'ouverture hors compétition, est aligné en compétition. Roubaix, une lumière, est le titre de ce film. Roubaix est la région, le pays natal d'Arnaud Desplechin qui revient dans sa ville pour la filmer, et là aussi filmer un groupe de policiers dirigé par l'impérial dans ce film, Roche Dizem, accompagné de Sarah Forestier, de Léa Seydoux et d'un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui font le cinéma français d'aujourd'hui. Mati Diop est une réalisatrice sénégalaise et le film qui s'appelle Atlantique, Mati a fait l'objet de cette stratégie que nous menons parfois, c'est-à-dire que nous avons vu son film assez tôt, nous l'avons retenu au Certains Regards en sachant d'emblée
que le film montrait en compétition, mais on ne voulait pas lui dire, parce qu'on ne voulait pas que ça se sache. Et donc, voilà, une première entrée en compétition pour Mati. Le film s'appelle donc Atlantique. Xavier Dolan, après le film de l'année dernière, alors, Xavier, évidemment, il produit, il réalise beaucoup. C'est un film québécois, donc après cette parenthèse anglophone, le film s'appelle Mathias et Maxime et possède cette particularité qu'on trouve parfois dans cette filmographie déjà abondante pour un jeune homme de moins de 30 ans, qu'il est le personnage principal de ce Mathias et Maxime. Little Joe, c'est le titre d'une plante et du film de Jessica Hausner, la cinéaste autrichienne, que le Festival de Cannes a accompagné dès ses premiers films et qui fait sa grande entrée en compétition, un film qui évoque un futur assez proche de manipulation génétique et d'un monde dont on n'est pas sûr que la promesse qu'il nous tend soit tout à fait celle qu'on pourrait véritablement envisager. Little Joe. Ken Loach, le film s'appelle Pardon, tu nous as manqué, Sorry, we missed you. Et Ken Loach annonce souvent, surtout après le film précédent, qui fut Palme d'Or, que ça sera son dernier film. Et puis, comme un combattant qu'il est, il reprend la caméra, il reprend Paul Laverty, son scénariste, Rebecca O'Brien, sa productrice, et il repart sur la route pour faire des films dont je n'ai pas d'autre meilleure définition, et je crois que je le fais chaque fois qu'il est là, de dire que ce Ken Loach est Ken Loachien. Bon. Autre entrée française en compétition, c'est un premier film, enfin on verra après sur les règlements de la Caméra d'Or, parce qu'il y avait une co-réalisation. Ce film s'appelle Les Misérables. On parle beaucoup de Victor Hugo en ce moment pour Notre-Dame, et là on parlera un peu de Victor Hugo, puisque le film est tourné à Montfermeil. Son réalisateur s'appelle Ladj Ly. C'est évidemment non seulement une première entrée en compétition, première entrée à Cannes, premier film, je vous le disais, un film qui évoque des banlieues françaises dont on peut penser qu'elles sont aussi assez représentatives de ce qui se joue dans les grandes banlieues, dans les suburbs de toutes les grandes métropolitaines, villes et les villes du monde. Terrence Malick, Une vie cachée, Hidden Life, c'est en effet un retour, ça a été plus ou moins annoncé en fuitant. Je dirais juste que c'est un film c'est pas un film de guerre, c'est un film sur la guerre et sur la Deuxième Guerre mondiale en particulier, un sujet qui lui tenait tout à fait à cœur. Et ne me demandez pas si Terrence Malick sera là. Ou plutôt, j'espère bien qu'il sera là, mais je pense qu'on ne le verra pas. Enfin, pas vous. Kleber Mendoza avait fait forte impression lors de son entrée en compétition, il y a 3 ans. Il revient dans un film co-réalisé avec Juliano Dornelles, film brésilien, Bacurau, un film nordestin, je ne vais pas dire un western nordestin, mais quelque chose quand même qui est issu à la fois d'une tradition du film de Cangaceros et évidemment un film d'auteur tout à fait personnel. Quand je parlais d'un film politique, voilà, également à travers des vies quotidiennes, un film extrêmement politique. Corneliu Porumboiu fait son entrée en compétition. Il fait partie de cette génération bénie du cinéma roumain. Cristian Mungiu avait gagné la Palme d'Or lorsqu'il était arrivé. C'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. On l'a accompagné. Il avait été Caméra d'Or pour un film présenté à la quinzaine. Il vient désormais en compétition avec un film qui s'appelle La Gomera. Ira Sachs est un réalisateur américain, chéri de nos camarades du festival de Sundance, cinéaste indépendant. Pas un film d'ailleurs très américain, plutôt un film portugais aux accents manuels de Olivarien. Le film s'appelle Frankie. On retrouvera Isabelle Huppert dans ce film qu'on n'avait pas accueilli à Cannes depuis quelques temps et qu'on sera heureux, Pierre et moi, d'accueillir en haut des marches. Première entrée en compétition pour une réalisatrice dont on avait découvert le premier film Au certain regard, ça s'appelait Naissance des pieuvres. Celui-là s'appelle Portrait de la jeune fille en feu, et elle est Céline Sciamma, qu'on est également évidemment très heureux d'accueillir à ce niveau-là pour ce film où l'on retrouvera Adèle Haenel.
Elia Suleiman fait peu de films, et ces derniers temps, tous ses films étaient à Cannes. Il n'était pas question pour nous de ne pas continuer à accompagner ce film qui, lui, mène une réflexion suivie sur la question de l'errance, de l'exil palestinien. D'ailleurs, ce film est plutôt tourné à Paris, à New York, un peu partout, dans ces terres, que ce personnage, cet alter ego de Elia Suleiman, ce Buster Keaton, ce clown triste et pourtant très très drôle, je pense que ça va être une très belle séance, est obligé désormais de visiter. Le film s'appelle « Ça doit être le paradis, it must be heaven ». Et puis, dernière entrée française et dernier de ces 19 films de la compétition, Sibylle, de Justine Triet, qui avait fait une très belle apparition, très remarquée à la Semaine de la Critique avec son film précédent qui s'appelait Victoria, avec Virginie Efira, que nous retrouvons dans ce Sibylle, avec Adèle Exarchopoulos, que nous retrouvons. Et tout à l'heure, je parlais de Léa Seydoux. Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos sont, rappelons-le, les seules palmes d'or non réalisatrices, non réalisateurs, actrices de l'histoire du festival de Palme d'Or, remise pour La vie d'Adèle par le jury présidé par Steven Spielberg. À noter que le film de Justine Triet, qui sera montré en fin de festival, sortira au même moment, ainsi que le film des frères Dardenne, le film de Pedro et le film de Jim Jarmusch. Dans le hors compétition, c'est-à-dire dans cette grande salle qui accueille également la compétition, on sera heureux d'accueillir Claude Lelouch. Son film s'appelle « Les plus belles années d'une vie ». Et c'est un film, évidemment, qui fait écho à la Palme d'Or qu'il reçut en 1966 pour Un homme et une femme. Nous retrouverons d'ailleurs les personnages principaux de ce film, Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, les deux enfants qui ont bien grandi, et d'autres acteurs, dont Monica Bellucci. On est heureux d'accueillir Claude Lelouch dans cette sélection officielle, où je crois il a tout fait, hein, compétition, film d'ouverture, film de clôture, hors compétition, séance de minuit, séance spéciale. Claude connaît ce festival comme sa poche. Deuxième film hors compétition, présenté le premier jeudi à 19h. Le film de Claude Lelouch sera présenté le lundi, il est distribué par Metropolitan. Et quand je mentionnais le nom de Samuel Hadida, c'était aussi en référence, le film lui est d'ailleurs dédié, puisqu'il en était le producteur avec son frère Victor. Le premier jeudi, c'est le film de Dexter Fletcher, Rocketman, le biopic psychanalytique de Elton John, qui sera là. Et nous, on va mettre un piano caché en coulisses au cas où il est en vie de nous régaler de cette œuvre immense. On s'en aperçoit à travers le film de compositeurs, de collaborateurs, de son parolier Bernie Taupin, qui a un grand rôle dans ce film-là. On est très heureux d'accueillir ce film, très heureux aussi d'accueillir le studio qui le produit, c'est Paramount, et j'aurais salué son président, le CIO, Jim Giannopoulos, qui était jadis le président de la Fox, lorsque nous avons accueilli à Cannes Moulin Rouge en ouverture et en compétition, donnant le signal à l'époque d'un retour des studios à Cannes. Et Jim, qui a pris la conduite de la Paramount il y a 2 ans, je crois, se montre toujours fidèle au festival avec ce film qui sortira quelques jours plus tard. Autre film hors compétition, Nicholas Winding Refn, Too Old to Die Young, trop vieux pour mourir si jeune. C'est pas un film, c'est une série. Ce sont 2 épisodes d'une série, l'épisode 4 et l'épisode 5. Ne me demandez pas pourquoi. On les a vus. C'est du Nicholas Winding Refn au centuple. Ce sera intéressant. On avait, souvenez-vous, accueilli également 2 épisodes de Twin Peaks revisited par David Lynch, ainsi que Top of the Lake, la série de Jane Campion. Là, ce sera dans la grande salle. Ce sera un beau moment, d'abord parce que vous verrez la qualité du travail de metteur en scène de Nicholas Winding Refn, dont je veux dire, allez voir sur Internet qu'il a également un site de patrimoine tout à fait actif. Et il sera là, on ne va pas vous annoncer aujourd'hui ceux qui viendront faire les masterclass, mais le menu est très appétissant, il n'est pas tout à fait terminé, mais il y aura Nicholas Winding Refn qui va venir expliquer ce que c'est qu'être cinéaste aujourd'hui.
faire des films pour le cinéma, faire des séries pour les plateformes. Quelles sont les différences, quels sont les points communs et quelle est la position d'artiste pour un cinéaste comme lui. Et il a évidemment des choses très passionnantes à dire sur la question. Enfin, hors compétition, Asif Kapadia, qui mène un travail sur quelques figures tragiques contemporaines, Ayrton Senna, Amy Winehouse, on avait présenté le film à Cannes il y a 3 ou 4 ans, et là c'est Diego Maradona, figure tragique, et contrairement aux 2 autres, Diego est toujours là, toujours vivant, il sera d'ailleurs présent au festival. Le film raconte les années napolitaines de Diego Maradona. Et enfin, dernier entrant pour ce hors-compétition dans la grande salle, Nicolas Bedos avec un film qui s'appelle La Belle Époque, avec un casting prestigieux, avec une distribution prestigieuse, Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, j'aurais pas dû commencer, je vais en oublier, Doria Tiller, bien entendu, Pierre Arditi, non, il a intérêt d'être là, Pierre, le jour de cette... tellement ça fait longtemps qu'on ne l'a pas accueilli à Cannes, et on est très heureux de voir entrer, là encore, un film français grand public, un film d'auteur, un film grand public, qui fera aussi l'objet d'une belle célébration et d'une belle fête. J'ai évoqué tout à l'heure le cinéma coréen, on passe aux séances de minuit, je n'en annonce qu'une, The Gangster, The Cop et The Devil, le gangster, le flic et le diable, de Lee Won-tae. C'est presque une tradition qui est d'ailleurs repérée là-bas en Corée, pays ô combien prolifique, c'est une tradition d'avoir notre film coréen à minuit, et celui-là, vous verrez, est tout à fait adapté à ces séances-là et très formidable. En séance spéciale, 2 films, l'un d'une réalisatrice américaine qui s'appelle Pippa Bianco. Le film s'appelle Cher, c'est un premier film, car Pippa, c'est le premier film d'une lauréate de la Ciné-Fondation. Ciné-Fondation et court-métrage, dont la composition vous sera dévoilée dans les jours qui viennent. Et vous savez que la tradition, la règle même, est que le film, premier long-métrage qui suit une récompense comme premier prix de la Ciné-Fondation, est automatiquement sélectionné à Cannes. C'est le cas du film de Pippa Bianco. Autre film, un documentaire, c'est souvent ça, les séances spéciales, les objets singuliers. Ce film s'appelle Pour Sama, For Sama. C'est un documentaire d'une réalisatrice qui s'appelle Walad Kadehab. Elle est accompagnée de Edward Watts. C'est un documentaire sur la Syrie, sur ce que les gens ont vécu en Syrie ces dernières années. C'est tout à fait formidable comment des réalisateurs posent leur caméra là en prenant du temps de raconter des histoires, des récits, des personnages, des femmes, des hommes. Et ce film-là sera, à n'en pas douter, l'un des chocs de cette sélection. Et puis, pour finir sur les séances spéciales, trois metteurs en scène qu'on est très heureux d'accueillir là. Werner Herzog, Family Romance, un film tourné au Japon. Werner travaille tout le temps. Tous ces films n'arrivent pas jusqu'à nous. Et pour les familiers du festival de Telluride, on voit souvent, chaque année quasiment, un documentaire, un travail, une recherche, un récit de Werner Herzog. Et celui-ci, il nous l'a envoyé, on a trouvé très beau, et on est heureux d'accueillir Werner Herzog. Abel Ferrara, le film s'appelle Tommaso, et Abel nous a envoyé ce film depuis Rome, où il vit désormais. C'est un film, alors lui qui avait déjà l'habitude de faire du cinéma indépendant, là c'est quasiment du cinéma tout seul, ou en tout cas pas complètement tout seul, puisque Willem Dafoe, son fidèle acteur, sera là, est là dans ce film-là. C'est un film sur ces années romaines. C'est pas un documentaire, mais c'est un film réaliste qui lui ressemble énormément. C'est comme Pedro Almodovar, quand on lui demande si le film Douleur et gloire qu'il a fait est un film autobiographique. Si j'en parle, c'est parce que le film est déjà sorti en Espagne, mais les règles l'autorisent. Il dit non, ce n'est pas un film autobiographique, mais je pourrais être ce personnage. Donc on peut appliquer cette belle définition au film de Abel Ferrara. Et puis, dernière entrée dans ces séances spéciales, le grand, l'immense, l'inoubliable Alain Cavalier, Être vivant et le savoir, continuation de son travail de vidéaste, encore le mot est faible, de son travail d'auteur, de son travail de poète, de son travail d'artiste,
de son travail de conteur et l'histoire qu'il raconte, et l'histoire d'un film qu'il ne s'est pas fait, le film qu'il aurait dû faire avec Emmanuel Bernheim, belle figure, devenue tragique par une disparition bien trop précoce, qu'on voit dans le film, et il raconte ce film qu'elle et lui devaient faire adapter de son roman à elle. On est là aussi très heureux d'avoir un casting si prestigieux de metteurs en scène qui se montrent fidèles au Festival de Cannes. Je termine par Un certain regard, dont je vais annoncer 15 films. Il ne vous échappera donc pas qu'il sera complété dans les prochains jours. Karim Aynouz, on parlait de cinéma brésilien. C'est un cinéaste brésilien qui a fait un film qui s'appelle Vida Invisível. C'est un beau mélodrame, un beau film romantique sur l'histoire de deux sœurs. Karim était venu avec son premier film au Certain Regard, un film qui s'appelait Madame Sata. On est content de le voir revenir. Kantemir Balagov, c'est le jeune cinéaste russe qui avait fait Tesnota, vous vous souvenez de ça, il y a 2 ans, 3 ans. Son film s'appelle Dilda, film s'inspirant d'une certaine tradition du cinéma soviétique, russe, mais aussi soviétique. C'est d'ailleurs une histoire soviétique qu'il raconte, la post-guerre, Deuxième Guerre mondiale, comment les gens s'organisaient dans les hôpitaux et comment ils essayaient de recoller des vies. Entrée française dans ce Certain Regard, un film d'animation, ou j'allais dire un dessin animé ou des dessins animés, puisque c'est un film dont l'animation, dont le rapport entre justement le dessin, le tracé nous a semblé tout à fait novateur. Le film est co-réalisé par 2 femmes, Eléa Gobé-Mevelek, qui est l'animatrice, et puis Zabou Breitman, qui est la réalisatrice de ce film adapté du roman de Yasmina Khadra, Les Hirondelles de Kaboul. C'est, je crois, la première fois que Zabou vient avec un film, elle qui est l'actrice qu'on sait, mais aussi la réalisatrice importante qu'on connaît, et c'est la première fois qu'elle vient présenter l'un de ses films à Cannes. Autre réalisatrice, c'est un premier film, Monia Chokri. Si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez son visage, parce que vous l'avez vu dans les films de Xavier Dolan, Les Amours imaginaires, et quelques autres films de cette bande de Québécois. Eh ben, elle a décidé de passer de l'autre côté de la caméra, et le film s'appelle La femme de mon frère. C'est un film très très parlant, très très bavard, et tout à fait formidable, qui figurera donc au Certain Regard. Michael Covino, jeune, en tout cas, premier film américain. Le film s'appelle The Climb. On ne sait pas bien d'ailleurs cette montée de quoi il s'agit dans l'histoire d'un film qui raconte la longue amitié entre 2 copains, entre 2 hommes. Et ça n'est pas que parce que le film s'ouvre par l'escalade en vélo par ces 2 hommes et ces 2 copains d'un col des Alpes du sud de la France que le film a été retenu. C'est pour plein d'autres raisons. Mais j'ai quand même vérifié. Mais c'est ça là aussi. Et j'ai vérifié que Michael Covino connaissait bien le nom d'Eddie Merckx. C'était le cas, il a été content. À 2h du matin, on se mettait à parler d'Eddie Merckx, dont évidemment je ne vous rappelle pas que cette année est aussi l'année de la célébration des 50 ans de sa victoire dans le Tour de France. Oui, ça n'a rien à voir avec le Festival de Cannes, quoique on serait bien inspiré de montrer une copie restaurée de ce film très beau de Joel Santoni qui s'appelle La course en tête. Bon, c'était pour faire un petit point. Cannes classique vous sera d'ailleurs également annoncé dans les prochains jours, ainsi que le jury, comme le veut la tradition. Autre entrée et entrée française, Bruno Dumont, Jeanne. Et comme un certain nombre de films de cette sélection Un certain regard, ce film-là vient fixer aussi la dimension, les objectifs, les traditions du certain regard des cinéastes qui font des films d'une certaine radicalité, des films d'un certain formalisme, d'une recherche. Vous venez du monde entier pour voir où en est le cinéma, et des cinéastes comme Bruno Dumont donnent des nouvelles de ce cinéma-là, donnent des nouvelles d'un cinéma dont il est évident que, comme l'universalité, qui est même dans la définition, dans les statuts du festival, l'an dernier, Pierre l'évoquait, les questions ne concernaient qu'un seul pays, vous devinez lequel, pays d'ailleurs qui est tout à fait présent cette année. La vocation du Festival de Cannes est d'accueillir tous les cinémas venus de tous les pays et tous les artistes qui font chacun à leur manière un cinéma différent
de ce qu'on appelle le mainstream. Et le Festival de Cannes est comme une librairie. Il y a les têtes de gondole, et puis il y a des livres, il faut aller voir sur certaines rangées un peu en bas pour trouver des œuvres plus rares et pour trouver des gens qui font de la recherche et qui font un cinéma différent. C'est le cas, vous connaissez son travail, de Bruno Dumont avec Jeanne qui succède à Jeannette. Donc c'est le même personnage, la même héroïne de l'histoire de France et de l'histoire du cinéma, puisque c'est quand même un caractère historique souvent traité par les cinéastes français et étrangers. Olivier Lacks est un cinéaste galicien. Je le dis pour faire plaisir à Pedro Almodóvar et à Chema Prado, un cinéaste galicien. Les pompiers sont très à l'heure dans le cinéma contemporain et dans l'actualité française. Celui-là s'appelle Viendra le feu, et Olivier Lacks est un formidable jeune cinéaste de cette formidable nouvelle génération du cinéma espagnol. Le film de Sorogoyen, El Reno, est en train de sortir sur les écrans français. Olivier Lacks. Christophe Honoré revient déjà, et vous allez dire déjà, avec ce film qui s'appelle Chambre 212. Là, on est en présence d'un Sacha Guitry contemporain, puisque non seulement il était en compétition l'année dernière avec un film, il revient avec ce film fait très très vite, avec une ribambelle d'acteurs, Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Camille Cotin, un film fait très très vite, un film très montparnassien, très parisien, très montparnassien. Les Bretons sont toujours à Montparnasse, les Lyonnais sont toujours près de la gare de Lyon, mais les Bretons, ils sont à Montparnasse. Et je cite pas Guitry, ou plutôt je le cite à dessein, parce qu'il y a quelque chose, pour ceux qui connaissent l'œuvre du maître, de Quadrille, de Faisons un rêve, dans le travail que nous livre cette année Christophe Honoré. En plus, c'est Guitry aussi, parce qu'il fait 2 films au milieu de 3 pièces, 2 romans et de une mise en scène d'opéra. Christophe Honoré, qui est donc le bienvenu. Le film, on l'a vu avant-hier, il n'était pas du tout prévu qu'il soit prêt, et puis finalement il nous a été livré très très tard. Danielle Lesovitz est une jeune cinéaste américaine, réalisatrice produite par Martin Scorsese, en tout cas par l'équipe qui entoure Martin Scorsese, qui aide beaucoup de films. Le film s'appelle Port Authority, c'est un premier film. Autre réalisatrice, Mounia Medour, venue d'Algérie, le film s'appelle Papicha, et elle vient souligner avec une autre réalisatrice venue du Maroc, dont je cite le nom maintenant, Mariam Touzani, le film s'appelle Adam. Il concourt également à la compétition de ce certain regard dont le jury est présidé par Nadine Labaki, et Mounia et Mariam sont aussi les représentants d'une nouvelle génération du cinéma maghrébin, cinéma qui compte énormément de réalisatrices dans ses rangs. Midi Z est un cinéaste taïwanais, le film s'appelle Ruo Ren Mimi, c'est l'histoire d'une actrice, on peut parler là aussi d'un film féministe, au sens où les débats nous ont conduits ces dernières années sur la place des femmes dans le cinéma, sur la place des actrices aussi dans le cinéma, et sur la façon dont les actrices sont parfois obligées de faire des choses dont elles ne pensaient pas que le rêve d'être actrice les conduirait à faire. Albert Serra, je parlais de Bruno Dumont, Albert Serra, vous connaissez également son travail, il était venu en séance spéciale avec Jean-Pierre Léaud pour un film qui s'appelait La mort de Louis XIV. Celui-là s'appelle Liberté, et c'est un film nocturne, c'est un film de nuit, d'ombre et de crépuscule, le crépuscule d'une certaine aristocratie française à la veille de la Révolution. Albert Serra, évidemment, est un cinéaste espagnol. Bull, Annie Silverstein, réalisatrice américaine, c'est également une ex-lauréate de la Ciné Fondation, dont le vrai premier long-métrage de fiction, Bull, concourt donc au Certain Regard. Et enfin, Zhu Feng est un cinéaste chinois, un réalisateur de films policiers, c'est un premier film, Liu Yutian. Tout ça prouve qu'avec Jia Zhangke et après Zhang Yimou, dont on aurait aimé pouvoir montrer, en tout cas tenter de montrer le film, après qu'il n'ait pu être montré par notre camarade Dieter Klossik, auquel je voudrais aussi rendre hommage, puisque Dieter a rendu sa dernière Berlinale il y a 2 mois, et on a travaillé
en excellente camaraderie avec Dieter, et je voudrais avoir une pensée pour lui. Et pour revenir au cinéma chinois, c'est également un film d'auteur et un film policier, un film d'enquêteur. Et quand j'évoquais un cinéma qui rentre dans les maisons et dans les intimités des gens, voilà un portrait de la Chine contemporaine tout à fait passionnant à travers le film de genre qu'est le film policier. Voilà donc cette sélection officielle qui sera complétée dans les jours qui viennent par un certain nombre de films, soit qui sont arrivés, que nous n'avons pas eu le temps encore de voir, soit qui ne sont pas arrivés et que nous attendons tout à fait impatiemment. Non, mais je regarde parce que comme souvent j'oublie les films, j'ai plein de messages de gens qui disent « tu nous as oubliés ». Et là, non, donc je crois que j'ai oublié Pierre, personne, et merci de votre attention. Ah si, j'ai oublié un truc. Alors, attendez, là. Mais oui, ben, j'en avais oublié un. Donc, pardon, mais les films qu'on oublie sont toujours ceux sur lesquels nous faisons un... Il y était pourtant. Mais pas du tout, il n'y était pas du tout, c'est pour ça que je l'ai oublié. C'est un film ukrainien. Là aussi, de ce point de vue-là, on ressent très fortement une poussée, une arrivée, une inspiration, une communauté de cinéastes venus des pays de l'Est, Géorgie, Ukraine. J'espère que nos collègues des sections parallèles qui annonceront leur sélection pour les uns demain, la semaine de la critique, et pour les autres, la quinzaine de Paolo Moretti, en début de semaine prochaine, emporteront également la trace. Nariman Aliyev, le film s'appelle Evge, E-V-G-E. Oui, mais je ne l'avais pas dans la mienne. Bon, voilà, donc c'était celui que j'avais oublié et donc auquel je fais un sort particulier. Abderrahmane Sissako, on pourrait faire la liste des gens qu'on avait oubliés. Et à force de se confondre en excuses, on finit par ne plus parler que d'eux, et en particulier de ce cinéaste extrêmement important qui s'appelle Nariman Aliyev. Voilà, merci de votre attention. Et peut-être avez-vous des questions. Madame, quelqu'un lui apporte un micro? Oui, non? Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si Quentin Tarantino il est inclus dans le film qui va arriver, et aussi James Gray pour Ad Astra. Et une troisième question, quelqu'un me dit que Elton John ne va venir au Croisette. C'est vrai ou non? J'ai pas compris le dernier. Elton John sur la Elton croisette. John, Ah oui, oui. Alors, vous êtes américaine, vous, je parie? J'écris pour Collider, qui est une émission américaine, oui. D'accord. Oui, Elton John sera présent. C'est pour ça que le film est déjà daté, parce qu'il est au milieu d'une tournée. Et le film sera présenté en première mondiale le jeudi 16 mai à 19h. Et Elton John sera là. Pour répondre à vos deux autres questions, le film de Quentin Tarantino n'est pas prêt. Il a été abusivement et prématurément annoncé, j'imagine par votre journal, puisque tous les journaux se courent un peu après, dès que quelqu'un annonce, les autres le réannoncent à la fois. C'est dommage parce que ça donne de l'appétit. Dieu sait qu'on a de l'appétit pour le 9e film de Quentin Tarantino, mais il est au sprint. Oui, ça fait partie des films dont on espère que nous aurons la bonne nouvelle à vous annoncer qu'ils sont présents et qu'ils ont intégré la sélection. Je l'ai vu, moi, le film en grande partie, mais le film ne sort qu'à la fin du mois de juillet. C'est déjà un exploit que Quentin Tarantino fasse tous ses efforts pour être prêt dès le mois de mai. En plus, avec lui, c'est toujours plus long, puisqu'il souhaite que son film soit présenté en 35 mm. Donc le process de post-production est un peu plus long. Et par ailleurs, il est encore au montage. Je lui souhaite du courage, je lui souhaite d'être prêt, je lui souhaite surtout de faire un beau film. Ce que j'en ai vu est tout à fait magnifique. De faire un beau film, c'est ça qui compte le plus, évidemment, pour un artiste comme lui. Quant à James Gray, le film a été longtemps annoncé, en effet, en sortie pour le 22 mai, ce qui a conduit les observateurs à penser qu'il était prêt, qu'il sortait, et ça n'est pas le cas. Autre question? Levez bien le doigt, oui. Comme ça le micro
Il viendra vers vous, il ne vient pas du tout. Levez le doigt, voilà. Non, c'est là devant. Pardon. Levez le doigt, c'est pas dur, c'est dur. Levez le doigt, voilà. Non, mais le bras, pas le doigt, voilà. Merci. Bonjour Monsieur Frémaux, bonjour Monsieur Escure. Je représente le site internet culturelsenscritique.com. Et il y a quelques temps, avec le stagiaire des affiches, Sens Critique a lancé une pétition pour que Alain Chabat et Gérard Darmon dansent la carioca à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Cette pétition a par l'instant récolté plus de 37 000 signatures. Et hier soir, Alain Chabat a déclaré pour le site programmetv.com, je cite, « On sera sûrement à Cannes, de là à redanser la carioca, il n'y a qu'un pas qu'on ne va peut-être pas franchir, ou alors très bourré. Comme on veut vraiment que ça se fasse, ma question est, quel est l'alcool préféré d'Alain Chabat ?» Ça, je vais laisser Pierre répondre parce qu'il a plus de pratique. Mais juste vous dire que la publicité que vous faites à votre site est tout à votre honneur, mais on avait nous aussi repéré qu'il y avait une célébration à faire de la Cité de la Peur. Je ne peux, comme sélectionneur, que vous confirmer que le film sera montré en copie restaurée grâce à Studio Canal en présence des intéressés. Et pour l'alcool, c'est Pierre qui va vous répondre. Chabat est changeant, vous savez, il a fêté récemment ses 60 ans, donc ses goûts évoluent. Mon dernier cocktail est déjà dépassé, je vous tiendrai au courant, bien sûr, sur votre site que vous avez souligné et annoncé, précisé. Je vous tiendrai au courant de la dernière mixture. Je pense que, d'abord, on est tellement heureux, Thierry reviendra et l'annoncera bientôt, du moment où la célébration aura lieu, de ces 25 ans de ce film qui célèbre la Croisette, qui a été le début de la carrière commune des nuls avant que chacun, entre Chantal, Dominique et Alain, partent vers des destins brillants et créatifs. Chabat est tellement perfectionniste que je ne suis pas sûr. On a tous l'image mythique. Tous ceux, les 37 000 qui ont signé la pétition, ils ont tous l'image de... D'abord, ce n'était pas un travelling, ce n'était pas un plan séquence. Il y avait du montage dans le... Donc sur cette immense scène de la salle Lumière, je ne suis pas sûr que quiconque, même 37 000 signataires, puisse convaincre Chabat que 25 ans après, c'est bien de refaire un truc qui est tellement dans notre imaginaire. Mais comme Chabat est particulièrement créatif, il suffit de le suivre dans ses aventures récentes, il va bien trouver le moyen, à un moment ou à un autre du festival, mais pas forcément là où vous l'attendez, de célébrer et avec ses amis la Cité de la Peur et la Carioca. Et je précise, puisqu'on parle de ça, qui est en effet une annonce liée à Cannes Classique, mais aussi parce que je vois Olivier Snanouj devant nous, qu'une copie restaurée de Shining sera également présentée, et présentée par Alfonso Cuarón, qui viendra passer quelques jours avec son copain Inarritu. Tradition dont, c'est pour ça aussi que j'en parle, dont on est heureux, dont on est fier, parce que Warner prend l'habitude aussi pour être présente à Cannes, et je voudrais remercier Olivier et tout le staff et la présidence de Warner Burbank de cette fidélité aussi au festival. Autre question, élevage de doigts. Autre levage de doigts. Ah oui, voilà. Très bien. Joël Wirstel, c'est Edifax. On avait évoqué le Toledano Nakash hors norme comme pour une projection hors compétition, un peu à l'image du Grand Bain l'année dernière. Est-ce qu'il n'était pas prêt ou est-ce que vous l'avez envisagé? Et la deuxième... Pardon. Et la non, deuxième... non, je vous réponds tout de suite pour vous dire qu'on ne va pas répondre aux questions des films dont on ne vous a pas parlé. Surtout que les films dont vous parlez sont souvent des films qui, de façon extrêmement fantaisiste, sont annoncés dans les gazettes et qui ensuite, on nous pose des questions de savoir pourquoi ils n'y sont pas. C'est un peu comme Alfonso Cuarón, dont je parle à l'instant, dont la rumeur a couru qu'il serait présent du jury. Et la première question à laquelle nous avons eu à répondre lorsque nous avons annoncé la présence d'Inarritu, ça a été « alors, c'est pas Cuarón ?» Donc, tout ça est vraiment fantaisiste. C'est extrêmement dommageable pour un certain nombre de films d'être annoncés comme ça, parce que précisément, on se dit, bah tiens, ils y sont pas. Et évidemment, j'ai quelques camarades parmi vous qui me disent, ah je crois que je l'avais la sélection. Bah oui, mais il y a 300 films, donc forcément, dedans, il y a les 50 de la sélection et les 20 de la compétition. Donc voilà, je ne répondrai pas à ça, sauf pour dire que le film n'était pas prêt, et pas à d'autres questions sur des films. Voilà.
Votre deuxième question, Joël? Ma deuxième question, c'est sur le dispositif cette année des projections pour la presse. Est-il identique à l'année dernière? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues particulièrement? Il n'est pas identique parce qu'on a fignolé, grâce aussi au travail d'Aïda Belloulid qui a beaucoup consulté, beaucoup vu, certains d'entre vous. On a fait un retour d'expérience sur l'année dernière. Nous restons évidemment sur cette idée que la première mondiale, la première séance publique doit être la séance en présence des équipes. Néanmoins, pour évoquer, vous connaissez cette terminologie, le film A, 19h, le film B, 22h. Le film A de 19h sera montré à 17h en salle Debussy et la projection de presse de la salle Debussy se terminera après la montée de marche du film de 19h, afin que vous puissiez avoir une fin d'embargo à la fin du générique de votre projection. Et le film de 22h sera montré concomitamment à celui de la projection de gala. Il y aura également sous embargo sévère, d'ailleurs il y aura maintenant, puisque tout le monde a réclamé des embargos, on va mettre des embargos. Avant ça n'était pas possible, maintenant ça sera possible, puisque nous avons, entre guillemets, réorganiser les séances de presse. Il n'y aura plus dans les séances de presse que des journalistes. Il y avait plus d'une centaine d'accompagnants, des gens qui n'étaient pas journalistes, qui venaient aux séances. Et non seulement on a fait ça, on va accréditer ces gens de belle manière dans le cadre du festival, mais pas dans le cadre des projections de presse, à laquelle seuls les journalistes de métier, et j'allais même dire les critiques, doivent assister en priorité. Ça va faire du monde, les projections seront doublées Debussy et Bazin pour faire plus de fauteuils, afin aussi de remédier à une plainte récurrente venant de vos rangs qui était il faut venir de plus en plus tôt pour trouver une belle place. Donc on travaille là-dessus, et la presse qui était la plus impactée par la réforme de la grille était la presse audiovisuelle, radio, télévision, d'information. Donc il y aura des séances spéciales pour elle, sous embargo, et sans vouloir mettre une mauvaise ambiance, mais on va vérifier quand même, et là encore, ça nous a été réclamé par vous, que les embargos soient parfaitement respectés, sinon c'est retour Paris, comme dans les autres festivals. Bon, on nous a dit que ça se faisait, donc on va faire ça. Question suivante? Oui. Il ne faudrait pas remonter le micro à chaque fois tout là-haut, parce que... Oui. Où est le micro? Voilà. Bonjour. Ma question concernait le jury, puisqu'il n'a toujours pas été officialisé. Ah ben là, ça va m'intéresser, donc. Voilà, donc si ce n'est pas aujourd'hui, quand est-ce que vous allez en donner les noms? Ben quand on le fera. Puisqu'on ne sait pas. Non, mais on termine toujours le travail de sélection, et les jurys sont annoncés, j'imagine, en milieu, fin de semaine prochaine ou début de semaine suivante, en tout cas avant le 1er mai. Il restera 15 jours pour... voilà. À part ça? Oui, j'ai cru que vous alliez proposer des noms et tout. Bonjour. Oui. Benjamin Bergerie, American Cinematographer and the Film Book Blog. Après l'absence douloureuse de Roma l'année dernière de votre ami Alfonso Cuarón, comment imaginez-vous l'avenir des relations entre le plus grand festival de cinéma et les géants du streaming, et notamment Netflix? Et si vous imaginez un avenir plus heureux, quelles étapes pour y arriver? Je vais répondre en partie, puis je laisserai Pierre également répondre. D'abord, Roma, je rappelle, était un film l'an dernier du Festival de Cannes, mais que nous avons montré à Venise. Ça vous fait pas rire? Moi, ça me fait rire. On continue de nous faire rire, ça, bon. Mais pas vous, bon. Refais-la. Ouais. La règle est simple, et l'histoire est simple. Il y a 2 ans, nous avons sélectionné 2 films issus des productions Netflix, ou plutôt l'un qui était une production Netflix et l'autre qui avait été acquis par Netflix, ce qui était également le cas de Roma l'année dernière. Nous souhaitions, avec Pierre
Lescure, comme président, j'entend, mettre ce débat-là, dont vous parlez en effet, au cœur du plus grand festival du monde. Merci pour votre qualificatif. Et en effet, ouvrir cette discussion qui était bon. À l'époque, dans notre peut-être trop grande assurance, on pensait que demander, puisque c'est le cas par exemple d'Amazon, demander et obtenir que ces films-là sortent en salle. Netflix, comme vous le savez, a un modèle, un business model, mais aussi un modèle politique, faisant en sorte que les films ne sortent pas en salle ou de manière un peu minoritaire et aillent directement sur la plateforme. C'est pourquoi nous leur avons dit, et si j'ai souvent insisté sur l'excellence du dialogue, c'est parce que là encore, il était dit qu'il y avait une espèce de désamour, de fâcherie, de bataille entre nous. Pas du tout, on s'est encore vu il n'y a pas longtemps et on s'est encore parlé avant-hier. Mais la règle du Festival de Cannes fait que pour la compétition, les films doivent sortir en salle, dans le pays, dans le territoire géographique qui est celui du festival en question, donc la France. Ils n'en sont pas encore là. Nous, on comprend ça très bien, que bouger leur modèle et dire en France ça va sortir. Bon là, il se trouve que cette année, il n'y avait pas de film prêt, ils l'ont dit, ça a été d'ailleurs répété beaucoup, mais ils n'en sont pas encore là. Très bien. Et nous, on n'en est pas encore à vouloir, et si j'ose dire, loin de là, surtout quand on reçoit des encouragements de Steven Spielberg ou même de Jean-Luc Godard et des exploitants et de pas mal de cinéastes, nous n'en sommes pas à vouloir accueillir en compétition des films qui ne rencontrent pas le public en salle. Voilà, on en est là. Donc, quel avenir on voit? Pierre, je te laisse répondre. Moi, je voudrais juste faire 2-3 réflexions, parce qu'on va être amené avec vous et avec tout le monde, et avec notre conseil d'administration, et tous les deux, et tous les gens autour de nous, on va être amené à y réfléchir, parce que c'est pas juste un match qui s'est joué un peu l'an dernier entre nous, Roma, Netflix et Venise, et qui ne se joue pas cette année parce qu'il n'y a pas de film, mais qui devrait attendre une réponse extrêmement pressante. Netflix connaît un développement spectaculaire, c'est vrai, mais quelle est par exemple la dernière communication de Netflix? Vous l'avez vu comme moi, puisque vous êtes tous et toutes très attentifs. La dernière communication de Netflix, elle date de 36-48 heures. C'était une lettre de Netflix à ses actionnaires en leur disant « Non, ne vous inquiétez pas, Amazon monte en puissance, Apple va faire beaucoup, Disney Plus arrive, mais c'est pas tout à fait le même contenu, c'est pas tout à fait la même chose, on n'est pas en danger. » Leur vrai problème à eux aujourd'hui, 1 an après Roma et 2 ans après leur arrivée sur le territoire et en compétition, mais on connaît la suite, Thierry vient de le rappeler, aujourd'hui leur actualité c'est de préparer l'opinion, aussi bien leurs clients que leurs actionnaires, à l'arrivée d'autres géants et dotés de moyens encore supérieurs à Netflix. Qu'est-ce que ça fait naître comme réflexion? La première, c'est qu'on a bien fait, nous et tous ceux qui nous entourent au conseil d'administration, de dire il y a une révolution, il y a une évolution, il y a de nouveaux acteurs du marché, dont le premier avant-coureur est Netflix, donc on le prend en compte, il ne veut pas jouer le jeu de la règle du territoire français, alors on suspend, en tout cas pour la compétition. Et puis on reste très attentif, parce que c'est un mouvement essentiel, qui change nos habitudes, qui va les changer encore plus dans l'avenir, avec ces nouveaux arrivants, et on va voir forcément, je ne veux pas rentrer dans le détail de nos réflexions, mais on va voir forcément une évolution des fenêtres. Ce qui, à mon avis, à 3 ans, aura complètement changé, à 3 ou 5 ans, c'est que, d'une manière générale, on ne pourra plus avoir des fenêtres fixes pour tout film. On va forcément arriver à quelque chose où il va falloir trouver des règlements un peu plus souples, un peu plus évolutifs, et des fenêtres qui peuvent bouger selon les styles de film, les caractères de film, les budgets de film, les formes de film. Tout ça, c'est une réflexion que la profession, dans toutes ses composantes, en France, va avoir forcément, et qu'auront aussi ces grands acteurs des plateformes. Tout va changer dans les 3, 4, 5 ans. Je trouve qu'il est extrêmement sain que la profession française et les dirigeants du Festival de Cannes aient invité à venir, à épouser les règles françaises. On n'a pas voulu, on s'arrête, mais on continue de discuter pour la compétition. Mais tout ça, il faut être attentif, épouser le mouvement,
ne pas faire de compromis mou, mais dans les 2-3 ans, les choses vont évoluer forcément intelligemment, comme elles ont évolué en d'autres temps, à l'arrivée du numérique dans les salles, etc. etc. Et par ailleurs, puisque pendant que nous parlons de ça, nous ne parlons pas assez des salles de cinéma. Et le cinéma en salle, l'exploitation mondiale, et on l'a vu lors de la dernière convention à Las Vegas, se porte très bien. De toute façon, dans ce débat-là, vous remplacez le mot Netflix par le mot télévision, et ce sont des débats que nous avons depuis toujours. Depuis que les caméras de télévision ont été en situation de raconter des histoires en film. Nous, on préfère parler aussi de cinéma, parler des salles, parler des gens qui sont en train de se bagarrer, de se lever tôt, là, dans quelques heures. Quentin Tarantino, pour faire un film en 35 mm, je rêve toujours de voir mon film, dit-il, sur le grand écran de la salle lumière du Palais des Festivals. Et c'est important de le rappeler aussi. Est-ce qu'il y a encore une ou deux autres questions? Oui. Oui. Bonjour, Kuriko Sato de magazine japonais Kat et le site en japonais eiga.com. Excusez-moi de vous poser la question un peu traditionnelle, mais cette année, il n'y a pas de cinéma japonais et pas de réalisatrices japonaises. Et par contre, on a parlé beaucoup déjà par rapport au film de Koreeda, La Vérité, c'est le film production française. Et est-ce que le film n'est pas prêt ou vous ne voulez pas répondre? Le film n'est pas prêt. Le film n'est pas prêt. Donc, je pense qu'on le verra dans les festivals de l'automne. Ça a été un crève-cœur un peu pour nous. En effet, il y a dans la liste que nous vous livrons aujourd'hui pas de film japonais. Le cinéma japonais, et en particulier grâce à cette Palme d'Or l'an dernier, est souvent représenté à Cannes. Je ne vous ferai, puisque c'est la même question traditionnelle de chaque pays qui s'étonne de l'absence de son propre pays, la même réponse traditionnelle. Il y a 18 pays à l'ONU, et on ne peut pas prendre des films de tous les pays, bien que le cinéma japonais soit un cinéma extrêmement fort, riche et important dans l'histoire du Festival de Cannes. Et Pierre rappelait tout à l'heure que le film de Koreeda avait extrêmement bien marché. C'est aussi pour vous dire que ça n'est pas dans nos statuts, mais il est très important pour nous que le Festival de Cannes, qui déjà met le cinéma au cœur du monde pendant 2 semaines, fasse marcher les films. En France et à l'étranger, le film de Koreeda, comme vous le savez, a très très bien marché dans son pays, a marché en Chine, a marché partout. Et c'est le cas de nombreux films, et c'est grâce à vous tous aussi, hein, parce que c'est grâce à votre travail, aux critiques, à la presse, à la publicité qui en est faite. Et c'est pour ça aussi que ce Festival de Cannes doit toujours être une célébration pour permettre à ces films et à ces auteurs de rencontrer le public. Une dernière question ou pas? Une bien. Ah oui, ben là vous êtes obligé de... Ah bah oui. J'ai oublié... Attendez, j'ai oublié un film qui n'y est pas là. Ben, moi j'ai ma liste complètement incomplète. C'est le film de Juan Solanas qui s'appelle Que sea ley. Que sea ley, ça veut dire que ça soit la loi, qui est un documentaire de Juan Solanas dont on avait eu le premier film au Certain Regard, qui est rentré en Amérique latine, vivre en Uruguay et en Argentine, et qui est un documentaire sur le combat des femmes argentines, un combat qui s'appelle, et qui est fait sous le drapeau. J'espère que je n'ai pas oublié trop d'autres trucs, parce que vraiment, j'ai pas la bonne liste. Sinon, vous revenez pour le goûter. Oui. Donc, Juan Solanas, fils du grand Pino Fernando Solanas, qui sera également là en séance spéciale. Je vois Lucien Lejet, tu me dis si j'ai encore oublié des trucs, là, j'espère pas, mais j'ai pas reçu de SMS. Bon. Voilà, alors allez-y avec votre super question, là. Il y a un micro. Ouais. Est-ce qu'il y aura un film de clôture ou est-ce que ce sera la Palme? Alors, il y aura un film de clôture ou ça sera la Palme. Ben c'était une bonne question parce que vous aviez tout bon. C'était une super question. Non, vous avez raison, on n'a pas annoncé de film de clôture pour l'instant. Je veux juste préciser que le film de Justine Triet, Sibylle, qui sera montré
le Vendredi. dernier vendredi, sortira au même moment sur les écrans français. Donc c'est important aussi pour que le festival envoie les films dans le cinéma le cinéma en salle justement, qui reprend ses droits avec tous ces films qui sortiront, le film d'Almodovar, Jarmusch, Les Dardennes, Le Lelouch et le film de Justine Triet, et peut-être d'ici là un peu plus. Voilà. Et pour le film de clôture, l'expérience de montrer la Palme d'Or était tout à fait concluante. Donc c'est un peu en fonction des offres qui nous seront encore faites. C'est pas un appel à candidature, mais presque. En tout cas, je rappelle ce que Thierry disait tout à l'heure avant de vous livrer les sélections. Jamais un film d'ouverture n'aura été autant proposé dans les salles. Il y en a d'ores et déjà 400, tu le disais, et il y en aura encore plus puisque le distributeur, enfin le studio Universal joue le jeu à fond. Toutes les salles et tous les exploitants et la Fédération des exploitants s'est mobilisée. Et depuis une salle associative jusqu'aux grandes salles, tout le monde peut retransmettre ce soir-là et la cérémonie et le film d'ouverture de Jim Jarmusch. Donc plus de 400 salles au jour d'aujourd'hui. On va encore en avoir un paquet d'autres avant le 14 mai. Et c'est assez réjouissant parce que ce sera vraiment un vrai maillage du pays avec l'ouverture du Festival de Cannes. Et ça nous permet de remercier Guy Verrecchia et les équipes d'UGC, ouais, et l'équipe spécialement de l'UGC Normandie de nous accueillir. Nous tenons, comme disait Pierre, on s'est exilé dans le 3e, mais on revient sur les Champs-Élysées, l'avenue du cinéma. Nous revenons parce que nous aimons que cette conférence de presse ait lieu dans une salle de cinéma. Merci à toutes et tous. Merci à vous tous et on se retrouve tous très vite. Oui.